Philippe Meyer, bonjour. Les mises en ligne de l'été alterneront thématiques originales et remises en ligne de thématiques anciennes. Nous commencerons celle-ci avec une conversation avec le chercheur Fabrice Andréani autour du Venezuela. Cet enregistrement date de 2020, mais l'analyse de la situation du pays et de la politique désastreuse de son président, aujourd'hui contestée par la rue, ne me semble pas avoir souffert de ces 4 années. Nous poursuivrons avec une conversation sur la crise de l'humanisme enregistrée cette année avec le philosophe Francis Wolff. Suivra la remise en ligne de notre rencontre avec Agnès Spickel, qui éclaire les relations de Camus avec l'Algérie. Viendra ensuite notre conversation, elle aussi enregistrée cette année, avec Michel Sanson, journaliste et documentariste à propos de Marseille. Enfin, dernière remise en ligne avec Alain Aspect, dont le prix Nobel de physique a attiré l'attention sur la physique quantique, ses fondements et ses applications. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui, comme toutes nos émissions thématiques, est soutenue par la compagnie MMA qui nous soutient matériellement et qui nous soutient moralement en faisant connaître notre podcast et ses émissions thématiques à sa clientèle et aussi à ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est du Venezuela que nous allons parler et nous allons en parler avec Fabrice Andréani. Fabrice Andréani, bonjour. Bonjour. Vous enseignez les sciences politiques à l'Université de Lyon et avec vous, pour parler du Venezuela, David Jays, essayiste et enseignant à Sciences Po, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Richard Merli, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. La situation du Venezuela est aujourd'hui celle d'un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole et qui connaît une pénurie d'essence depuis plusieurs mois, d'un pays régulièrement plongé dans le noir par les coupures de courant qui touchent les ménages, les magasins, mais aussi les hôpitaux en pleine crise du coronavirus, d'un pays où la violence déjà très présente à Caracas avant la crise a explosé. Les statistiques criminelles établissent le Venezuela comme le pays le plus violent au monde, d'un pays où le taux de pauvreté qui était passé de 55,1% à 27,5% entre 2003 et 2007 est aujourd'hui estimé à 80%, d'un pays dont le produit intérieur brut a été divisé par 2 entre 2013 et 2018, tandis que l'inflation atteignait 130 000% en 2018 selon la Banque centrale du Venezuela. Cette crise économique et sociale est également politique. 2 légitimités opposées coexistent. Nicolás Maduro, élu président en 2013 avec 50,6% des voix, est le successeur qu'avait désigné Hugo Chávez et qui, lui, dirigeait le pays depuis 1999 et dont les partisans vantent la forte augmentation des dépenses sociales financées par le cours élevé du baril à l'époque, mais aujourd'hui au plus bas. Maduro dispose du soutien de l'armée et le chavisme occupe une place importante dans le sous-continent américain à travers un réseau d'alliances et des réseaux d'influence, et le Venezuela est le pays de Bolivar. Le parti chaviste a cependant perdu les élections législatives de 2015, permettant à l'opposition parlementaire de centre-droit d'ouvrir un procès en destitution contre Nicolás Maduro. Pour contourner le Parlement, celui-ci a fait élire en 2017 une constituante que l'opposition a boycottée. Depuis, le Parlement a désigné Juan Guaidó
président de la République par intérim, décision qui a été immédiatement reconnue par les États-Unis, le Canada, le Brésil, puis l'Union européenne. De son côté, Maduro peut compter sur le soutien de certains pays, la Russie, l'Iran, la Chine. La pandémie est donc apparue dans un pays où le blocage s'est installé, tandis qu'au fil des mois, Juan Guaido et ses proches font l'objet de critiques de plus en plus nombreuses de la part de la population vénézuélienne. Pour la première intervention, Béatrice Gibelin. Oui, bonjour Fabrice Andréani. Bonjour. Première question, un tel désastre, parce qu'on peut parler de désastre, je crois, dans la situation du Venezuela aujourd'hui, comme Philippe Meyer vient de donner un certain nombre d'éléments qui justifient, je pense qu'on emploie ce terme. Comment peut-il s'expliquer? Parce que mono-exportateur de pétrole, économie de rente, on en connaît d'autres des pays qui sont dans cette même situation. Mais là, on atteint un degré de décomposition de l'État, des services publics absolument faramineux, avec une émigration de la population. On était pas loin de 3 millions, si je ne me trompe pas, peut-être même un peu plus, même si on dit que maintenant un certain nombre de Vénézuéliens partis en Colombie rentrent à cause de la crise du coronavirus. Comment peut-on expliquer un désastre pareil? Moi, j'avoue que, bon, on a quelques éléments, mais à ce degré de là, c'est tout à fait dans la corruption, dans le côté mafieux, enfin, c'est absolument dramatique. Fabrice Andréani. Alors, je pense que ce qu'il faut bien comprendre dans le désastre vénézuélien, parce qu'on peut parler de désastre, j'emploie moi-même ce mot, et on peut dire qu'on est passé si on regarde, enfin, moi je me suis pas mal intéressé à la fois à la situation du pays, mais surtout à sa perception et sa construction un peu idéologique à l'extérieur, enfin depuis l'extérieur ou en relation avec l'extérieur. On est passé d'une situation de ce que j'appelle du mirage au désastre, c'est-à-dire du moment où on pensait que sous Chavez, on pouvait avoir concilié en fait des formes de redistribution qui relevaient de ce qui ressemblait de loin à un réformisme radical, un peu dans la veine de ce qui avait déjà été fait dans les années 70 au Venezuela à la faveur du premier gros boom pétrolier que le pays avait connu, avec une redistribution assez large, mais en fait, mais pas, si vous voulez, avec la mise en place de services publics. Donc, il y avait déjà des services publics qui avaient été mis en place, de l'éducation pour tous, des hôpitaux. Enfin, je veux dire, le Venezuela était au début des années 80 le pays le plus riche d'Amérique latine de loin. Il y avait même eu pendant un moment une ligne de Concorde qui allait à Caracas. Bon, et il est passé effectivement là, il vient d'être classé là par l'une des enquêtes les plus sérieuses qu'il y a dans le pays, qui est faite par les trois principales universités de Caracas, deux publiques, une privée. Il a été classé comme pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, il est passé. Donc, on peut effectivement parler d'une destruction. Enfin, personnellement, si je veux le résumer, je parle d'une destruction d'une destruction à la fois matérielle, institutionnelle et morale même d'une société, des plus fulgurantes qu'il y a eu en temps de paix dans l'histoire contemporaine. On peut pas, la plupart des économistes, aussi bien locaux qu'étrangers, de quelque bord hein, qu'ils soient, hein, d'obédience théorique et idéologique, hein, parce que ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire en fait tous, sauf quelques experts officieux, parlent de la plus grosse crise qu'a connue le Venezuela depuis la guerre fédérale du début des années 1860. Okay, donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, dans la façon de l'expliquer, c'est là où, en fait, aussi bien les lectures, pour schématiser, on peut parler de deux lectures dominantes. Il y a une lecture qui est libérale ou néolibérale. Moi, j'aime pas trop le terme néolibéral, d'inspiration néolibérale, mais maintenant, on utilise le néolibéral à toutes les sauces. Donc, bon, on va dire du libéral, enfin néo si on veut, qui va dire oui, en fait, le socialisme, c'est l'étatisation, c'est la volonté d'un État la volonté d'un gouvernement de tout contrôler à travers l'État. Et il y a une explication qui est, on va dire, de gauche critique, même marxiste critique, qui est un peu celle des trotskistes ou même des libertaires en partie, enfin
qui est intéressante aussi, mais qui dit alors oui, en fait, c'est pas du vrai. Ce qu'on entend souvent avec toutes les révolutions qui sont revendiquées du socialisme, c'est qu'ils disent au final, mais en fait, c'est pas vraiment du socialisme. En réalité, la part du secteur privé n'a pas arrêté d'augmenter sous Chavez comme sous Maduro. Enfin, elle a légèrement décliné sous Maduro, mais parce qu'il y a eu une chute qui a été rappelée avant par Philippe Meyer, une chute spectaculaire de la production en général. En réalité, les acteurs privés ont toujours joué un rôle important. Bon, en fait, les deux ont raison et les deux ont tort en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est comme si vous aviez eu, en fait, pour donner un peu une image, c'est comme si vous avez eu dans le même mouvement à la fois ce qu'on a connu dans les régimes de l'Est, en fait, ce qu'on a connu dans les régimes de l'Est entre le début et la chute des régimes de l'Est, des pays de l'Est, c'est comme si on avait eu les deux processus en même temps, c'est-à-dire à la fois le processus d'étatisation à marche forcée et en fait, d'étatisation à marche forcée, mais en passant par le parti. Donc, ce n'est pas tant de la propriété publique que de la propriété du parti, ou en tout cas à travers le fait de mettre des militaires ou des militants en fait, à la tête d'entreprises publiques ou d'entreprises nouvellement publiques ou nationalisées. Et de l'autre côté, le pillage mafieux du pays que vous avez eu dans ce qu'on appelle généralement les processus thermidoriens, c'est-à-dire que ce soit ce qui s'était passé enfin, très rapidement enfin, à une vitesse assez rapide dans les années à la fin des années 80, 90, donc en Russie, en Union soviétique et dans les pays de l'Est, ou dans un autre style au Cambodge ou que sais-je, en fait, dans pas mal de pays qui sont passés enfin, qui n'ont de socialistes, on va dire, plus que le nom ou que le contrôle social, mais qui sont passés à un régime de propriété privée assez large, comme au Vietnam, par exemple, où en fait, c'est des hiérarques du parti qui sont propriétaires des différentes entreprises. Mais avec une différence, et là, il y a un collègue vénézuélien qui est exilé au Brésil, qui s'appelle Reudiel Martinez, qui a ce concept qui est assez intéressant, qui dit en fait, à la différence à la fois des régimes communistes ou même des grands autoritarismes asiatiques ou eurasiatiques, en fait, le chavisme n'a laissé aucune grande œuvre, ou à la différence même des militarismes vénézuéliens d'avant la période démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction d'usines, je sais pas, il n'y a pas d'œuvre en fait palpable. Il n'a laissé, donc il invente ce concept des ruines prématures. Il dit en fait, c'est les spécialistes des ruines prématures, c'est-à-dire que des ruines prématurées. C'est-à-dire qu'il y a en fait le pays, vous avez dans le pays aujourd'hui des bouts d'autoroute qui sont, en fait, c'est l'endroit où les projets de Odebrecht ont été les moins aboutis. Donc, vous avez toute une série de projets qui ont été entrepris où il y a eu des financements et qui n'ont jamais été aboutis. Mais ce n'est pas toute une série, vous avez une montagne de projets comme ça. En fait, Chavez, au plus fort du boom pétrolier, donc qui était entre 2003 et 2013, passait son temps à dire à la télé qu'on allait construire, je ne sais pas, des Kalachnikov, des satellites, des télés, enfin tout. On inaugurait des usines de tout et n'importe quoi pour la photo. Et puis, en fait, c'est un peu des inaugurations Potemkin. Et puis, en fait, quelques semaines plus tard, on n'entendait plus jamais parler de l'usine. Mais l'argent avait été capté et absorbé, évidemment, par les fonctionnaires qui étaient en charge, avec la complicité d'entreprises privées. Donc, en fait, je sais pas, il n'y a pas une explication. Ce qui est l'explication, c'est l'idée un peu d'un espèce de… C'est un parti, en fait, qui capte l'État et qui, un peu comme on a dans certains totalitarismes, mais sans, où, en fait, il n'y a pas la discipline productive, en fait. Quitte à, je dis, il n'y a pas eu de travail esclave ou semi-esclave au Venezuela. C'est plus un espèce de régime qui combine en fait le contrôle politique presque de manière totalitaire, y compris, enfin le mot est fort, hein, mais y compris quand on était encore en régime électoral. Ça, on pourra en revenir, mais c'est un peu compliqué parce que les gens voient toujours une opposition entre démocratie et autoritarisme, en oubliant qu'en fait, y compris en RDA, il y avait une opposition officielle. Donc, il y a des mécanismes, si vous voulez, d'érosion du pluralisme, bon, qui ont été entamés sous Chavez, mais qui sont allés avec une fuite en avant absolument sous Maduro. Mais d'un autre côté, un espèce de laisser-faire assez généralisé, ou en tout cas un laisser-faire en termes de tout ce qu'on appelle en sciences sociales les illégalismes économiques, c'est-à-dire tout ce qui a été, en fait, le principal business en fait qui était taxé c'était le business du siècle, c'était la contrebande de devises
via le contrôle d'échange, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un contrôle d'échange qui est en place, donc ça c'est très symptomatique du chavisme, un contrôle d'échange qui était en place depuis 2003, ils n'ont pas inventé le contrôle d'échange au Venezuela. Dans les États pétroliers, c'est assez fréquent selon les périodes qu'il y ait des contrôles d'échange plus ou moins fixes ou fluctuants. Enfin, plus ou moins fixe ou flexible, plus ou moins rigide ou flexible, mais évidemment un contrôle d'échange avec sans aucun contrôle en fait de ce qu'on faisait des devises qui étaient assignées. Des devises assignées aussi bien d'une part aux entrepreneurs qui voulaient importer, au départ c'était des matières premières pour produire sur place, mais finalement ça a été importé tout court pour vendre sur place. Donc en fait le contrôle d'échange s'est converti en espèce de prime à l'importation, parce qu'en fait, on régalait en fait les pétrodollars qui étaient engrangés par la pétrolière nationale PDVSA pour ensuite les donner à des entrepreneurs privés. Alors au début, plutôt des entrepreneurs proches du chavisme, et puis au fil du temps, en corrompant en fait une grosse partie de ce qu'on appelait l'oligarchie, enfin l'ancienne classe entrepreneuriale, qui est d'ailleurs pas une oligarchie au Venezuela, à la différence de la plupart des pays d'Amérique latine, parce que l'entrepreneuriat s'est toujours reconstitué au moment des différents booms pétroliers. Donc, ce n'est pas des lignées sur plusieurs générations, c'est plus compliqué que ça. Mais bref, en tout cas, la subvention d'une bourgeoisie locale importatrice, et puis en fait, l'incorporation en fait, de cette classe dominante par les hiérarques chavistes, les hiérarques de plus en plus militaires que civils, notamment des militaires retraités. Et à la fois, en fait, une redistribution tous azimuts. Vous avez, y compris aux meilleures années du boom, tout le monde avait droit à des devises subventionnées. C'est-à-dire que moi, j'avais des amis au Venezuela qui pouvaient, ils avaient droit à, juste au titre de simples citoyens qui avaient une carte bleue. Alors certes, tout le monde ne pouvait pas avoir une carte bleue, mais les classes moyennes, même inférieures ou même nouvelles, en ont très largement profité. Des gens qui pouvaient partir à l'étranger avec 10 cartes bleues, des cartes bleues toute la famille, qui avaient le droit, on avait droit à une époque à 3 ou 4 000 dollars qu'on pouvait dépenser à l'étranger, qui étaient des devises à taux subventionnés, et à, je ne sais pas, entre 500 et 1 000 dollars d'achat sur Internet, également à taux subventionné. Évidemment, il y avait toutes les combines possibles et imaginables pour changer cet argent au marché noir et amener l'argent dans le pays. Donc, ce n'est pas pour dire que la population est aussi responsable, parce que ce serait absurde de dire que le fait de jouer avec les taux de change, je veux dire, tout le monde l'a fait à une époque, mais ce n'est pas du tout la même chose que de mettre la main sur des mastodontes, sur des complexes, si vous voulez, sidérurgiques, et de les laisser en ruine 5 ans plus tard en mettant les ouvriers qui protestent en prison. Mais il y a eu en fait cette espèce de mécanique générale oui, en fait, c'est une espèce d'orgie entière, en fait, très, très forte, et évidemment inégale selon la proximité avec le pouvoir. Ça a été un mécanisme de contrôle de la dissidence, et c'est ce qui fait aussi, enfin de la dissidence, de l'opposition, c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu au départ, en fait, peu de répression contre l'opposition et contre le patronat, contre la partie du patronat, parce que contrairement au mythe, ce n'était pas tout le patronat, mais contre la partie du patronat, plutôt le patronat traditionnel, qui était opposé au chavisme. C'est-à-dire ainsi que, si vous voulez, après, et je vais terminer un peu là-dessus pour vous laisser la parole, mais après, il y a une grosse crise politique importante qui est assez mythique en fait dans l'historiographie chaviste, mais aussi anti-chaviste en fait, et qui a effectivement été très importante dans le processus de dédémocratisation qui s'amorce déjà sous Chavez. C'est en fait, quand Chavez est élu en 98, donc il prend le pouvoir en 99, convoque par les voies légales, pas du tout comme l'a fait Maduro 15 ans plus tard, mais par un référendum populaire. Il convoque donc une assemblée constituante. Donc déjà, il demande si la population veut qu'une constituante soit élue. Donc le référendum, donc ils gagnent ce référendum. Ensuite, ils mettent en place une constituante avec des mécanismes de vote qui sont contestables, qui étaient vraiment avec une grosse prime à la majorité. Ils mettent ça en place, et à partir de là, une fois que la nouvelle constitution est adoptée, ils essayent de mettre en place. Et donc, c'est là où vous avez tout de suite le caractère un peu autoritaire du chavisme qui émerge. C'est-à-dire que cette coalition, qui est une coalition électorale, qui a pour chef, en fait, l'ancien leader du putsch raté de 1992 contre… Fabrice André, je crois qu'il faut qu'on aille quand même par couches successives. Oui. Richard Verly. Oui, je vous laisse, pardon. Oui, Philippe.
moi, je voudrais essayer d'éclairer ce que vient de dire Fabrice par un témoignage personnel, parce qu'il se trouve que j'étais au Ah, Venezuela pendant une quinzaine de jours en février 2019. Donc, j'insiste sur la date, oui, c'était il y a un an. Depuis, les choses se sont considérablement dégradées. Mais déjà à l'époque, on voyait ce qu'est devenu ce régime et ce pays, et de manière, je dirais, extrêmement terrible et émouvante. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, à cette époque, et ça a changé depuis, vous ne pouviez pas utiliser les dollars à Caracas. Vous étiez donc contraint d'utiliser la monnaie locale, le bolivar, mais vous ne pouviez pas en fait l'utiliser parce que l'inflation était telle que pour acheter une pomme, ne parlons même pas d'un kilo de pommes, la somme était absolument astronomique. Donc vous n'aviez qu'une solution, c'est obtenir de la part d'un Vénézuélien, donc d'un local, une carte de crédit qui vous permettait de payer au punto, c'est-à-dire, vous savez, la petite ouais, console qu'on connaît tous, y compris pour un taxi. C'est-à-dire que c'était une gymnastique intellectuelle infernale où vous deviez demander à cet ami d'approvisionner votre compte régulièrement parce qu'il y avait des limites, de manière à pouvoir simplement assumer vos dépenses quotidiennes. Et là, je parle d'un visiteur étranger qui venait au Venezuela avec suffisamment de devises pour pouvoir à ses besoins. Donc, vous imaginez la situation des Vénézuéliens eux-mêmes. Donc, moi, j'ai été extrêmement frappé au fond de ce précipice de détresse et de complications dans lesquelles la population est plongée. Et ça m'amène à évoquer au fond je dirais, trois disparitions quasiment au Venezuela d'aujourd'hui. La première, c'est la disparition de l'État. L'État en tant que tel, c'est-à-dire un État sur lequel vous pouvez compter, n'existe plus. Vous ne pouvez compter que sur vous-même ou sur éventuellement les milices, entre guillemets, chavistes, c'est-à-dire les séides du pouvoir qui vous approvisionnent s'il est avéré que vous êtes du bon côté. Et ça, c'est une réalité au quotidien que tout le monde vit. Le deuxième effondrement vraiment problématique, c'est l'effondrement de la population. Bien évidemment, la population vit. À Caracas, les gens continuent de vivre. Il y a des gens même qui vont au restaurant parce qu'il faut bien se nourrir. Mais chacun vit au jour le jour, je dirais même du matin à l'après-midi, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, cet effondrement du moral de la population qui, évidemment, ne permet pas à une population de reprendre le travail, de travailler dans une entreprise, et encore moins ne permet à un entrepreneur d'envisager l'avenir. C'est juste absolument impossible au Venezuela. Enfin, la troisième chose, c'est l'effondrement d'un système, et on y vient. À l'instant, Fabrice Andréani l'a beaucoup décrit, mais le système, aujourd'hui, il est dans les mains des seuls secteurs qui continuent de rapporter de l'argent, c'est-à-dire la vente de pétrole brut pour ce qui reste de vente possible, parce qu'il y a les sanctions, et la vente, il faut bien le dire, de stupéfiants, parce que le Venezuela est un canal de transit de la drogue, et régulièrement, il suffit d'aller sur Internet et de faire une recherche, on voit que tel ou tel ancien officier de l'armée, voire tel ou tel officier d'active de l'armée vénézuélienne, a été pris dans une rafle ou a été identifié en Espagne ou sur un autre terrain à la tête d'un réseau de trafic de drogue. Donc cet ouais, écroulement-là, je crois qu'il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir vu pour se rendre compte de la situation dans laquelle est le pays. Alors il est vrai, je l'ai vu, qu'il y a encore des partisans du régime. Le régime a encore les moyens d'organiser régulièrement des rassemblements de gens qui viennent applaudir le nom de Maduro ou de ses ministres, mais tout ça est en fait complètement monté de toutes pièces, bien sûr. puisque les gens qui viennent là savent la plupart du temps que c'est la seule occasion pour eux de repartir soit avec de la nourriture, Avec soit du poulet, éventuellement avec un pécule ou un avantage matériel. bien sûr. Ouais, Fabrice Andréani. par rapport à ça, je pense que c'est oui, c'est moi. Après, on pourra revenir après sur l'histoire. Ce que je voulais juste insister, c'est ce sur quoi je voulais juste insister, c'est que il y a une crise politique importante où Chavez a failli être renversé, enfin, a été renversé quelques heures, enfin 48 heures et ensuite restitué par ses partisans. Ensuite, une grève pétrolière qui était dénoncée comme un lockout patronal, mais qui était en fait une grève aussi des employés, même de Baran, hein, de l'entreprise pétrolière nationale. Et ensuite, un référendum révocatoire, le fameux référendum révocatoire de 2004, où en fait, là, Chavez triomphe. Le résultat est validé. Il était plutôt honnête, même s'il y avait eu des. Enfin, je veux dire, il gagne de très loin, de très haut la main, hein, à 65%, je crois, un truc comme ça. Et donc là, c'est validé par le Centre Jimmy Carter pour la paix,
l'Organisation des États américains. Et à partir de là, vous avez, et c'est là, en fait, à ce moment-là, au sortir de cette crise, que le boom pétrolier vraiment se fait sentir. Et donc là, vous avez une espèce de mécanique, juste pour revenir là-dessus, c'est assez important de comment est-ce qu'on en arrive là, c'est que vous avez une mécanique qui se met en place où il y a un scrutin électoral à peu près tous les ans. On va commencer à mettre en place des mécanismes de judiciarisation du politique pour empêcher certaines figures opposantes d'être élues, mais c'est à l'époque des choses, même pas d'être élues, mais de se présenter, mais c'est des choses à l'époque très soft, c'est sur des dossiers de corruption, d'ailleurs parfois avérés, hein, mais évidemment pas un seul chaviste a été obligé, a fait l'objet d'une enquête. Mais bon, donc vous avez ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'autoritarisme électoral, ou ce que Alain Rouquier appelle la démocratie hégémonique. Bon, il y a plein de discussions théoriques là-dessus. Mais toujours est-il que dès ce moment-là, Chavez, il met en place, et ça explique pourquoi on en arrive à avoir des réseaux, alors effectivement de narcotrafic, mais aussi de vente d'or. Hein. La vente d'or est très importante, et de minerais dans tout ce qui est le sud, à partir de tout ce qui est le sud du Venezuela. Il met en place en fait des fidèles. Donc il y a cette notion, c'est pas le fait qu'ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas l'expérience de gouvernement, c'est qu'il met en place, il privilégie absolument la loyauté et l'unité sur tout autre critère, au point que le garde du corps de Chavez est devenu directeur général du Trésor. Il a été suivi ensuite au même poste par l'infirmière personnelle de Chavez. Enfin, vous voyez, donc c'est des choses qui sont complètement hallucinantes, en fait, qu'on oublie. Il y a tellement de décisions hallucinantes. Donc, c'est un espèce de… disons que la composante népotique intervient très, très tôt, avec donc une accumulation patrimoniale. Donc, en fait, des nationalisations, mais qui sont ou des renationalisations, mais qui sont en fait essentiellement en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on met la main sur des entreprises, on met des hiérarques chavistes en place, les types en général sont corrompus, ils la siphonnent, et vous avez dès 2007-2008 les premières dissidences, notamment dans les grands complexes sidérurgiques, les dissidences ouvrières, et évidemment les types donc, qui organisent des grèves pour protester contre la corruption, ou pour appeler à un véritable, ce qui était promis dans les textes, le contrôle des travailleurs, ou que sais-je, et en fait qui se font déjà à l'époque emprisonner. Donc en fait, vous avez très rapidement, c'est une espèce la répression a fonctionné comme balancier aussi, c'est-à-dire qu'un coup, c'était plutôt les résistances populaires ou subalternes, notamment les ouvriers, mais également les paysans, qui réclamaient la mise en place d'une vraie réforme agraire, tout ça. Les indigènes aussi, qui protestaient contre l'exploitation des terres par des corporations minières, tout ça. Et donc, peu à peu, à fur et à mesure que l'opposition reprend du poil de la bête au niveau électoral, vous avez une diabolisation progressive de l'opposition, une association systématique de l'opposition avec le putsch de 2002, même s'il y a eu un renouvellement des cadres en partie. Et c'est là où la gauche internationale a joué un rôle très important, parce que c'est le discours qu'on retrouve chez Mélenchon aujourd'hui, c'est des éléments de langage qui datent d'il y a 10 ans, ou même il y a 15 ans, mais qui tournent en boucle même maintenant, qui fonctionnent comme une espèce de novlangue pour justifier tout et n'importe quoi. Et tout ça, c'est accompagné en fait, d'une mainmise, d'une capture en fait, progressive de l'État. Une capture de l'État par le parti, en fait, par le parti chaviste, le PSUV, mais en fait par des réseaux en fait, qui sont entre le PSUV, Parti socialiste uni du Venezuela, et l'armée, est liée aussi à des mafias, est liée aussi dans un pays où, évidemment, avant Chavez, vous avez déjà une corruption de l'appareil judiciaire assez importante. La différence, c'est que vous aviez une corruption, mais dans un système bipartisan. Donc, en fait, dans ce système bipartisan qui fonctionnait, vous aviez quand même des garde-fous, en fait. Alors que là, du moment où vous avez vraiment une volonté d'hégémonie totale du Parti socialiste uni du Venezuela, la plupart des juges qui sont sous leur coupe, très rapidement aussi, depuis les années 2000, fin des années 2000, vous avez, du fait d'une réforme de la justice qui n'a jamais été menée à bout, vous avez entre la moitié et les 3/4 des juges qui ne sont pas titulaires, c'est-à-dire qui sont amovibles à merci, en fait, par le tribunal suprême, qui lui-même est dans la main du chavisme. Vous voyez, donc vous avez tout un ensemble de mécanismes qui sont déjà en place, en fait, et que Maduro a porté à son terme du moment qu'il a perdu, comme vous l'avez dit au départ, les élections législatives en 2015, et qu'il a dû affronter la chute des cours du pétrole.
Donc, ce n'est pas seulement la chute des cours du pétrole, mais dans une situation où l'entreprise pétrolière était complètement, de toute façon, démunie en fait pour mettre en œuvre une restructuration qui soit efficiente. David Jays. Oui, alors moi, je voudrais, si vous me le permettez, revenir sur la généalogie du désastre. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, le Venezuela est un quasi-État failli, abîmé dans la kleptocratie, la corruption, vous l'avez très bien décrit. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce désastre, au fond, est imputable aux fondamentaux de la politique économique de Hugo Chavez? En d'autres termes, est-ce que le ver était dans le fruit depuis le début, ou à une inflexion autoritaire et kleptocratique qui s'est affirmée à la fin des années de Chavez et accélérée avec Maduro? Parce que les premières années de Chavez ont quand même suscité dans le pays un enthousiasme considérable et il a mis en œuvre un programme politique socialiste, même si je suis intéressé par les précisions de microéconomie que vous avez faites, où on pourrait disputer ce terme de socialisme. Mais ce que je redoute, c'est que ce désastre indiscutable soit érigé à des fins de propagande en contre-exemple absolu pour discréditer toute politique socialiste ou au moins fortement redistributive en Amérique latine. Et de là, peut-être une question subsidiaire, est-ce que les sociétés sud-américaines sont condamnées à osciller entre des politiques néolibérales, faites de purges d'austérité et d'augmentation des inégalités, comme on l'a vu au Chili ces dernières années, et des politiques socialisantes, parfois complètement délirantes, inflationnistes, qui génèrent des crises de change ou de balance commerciale ou de balance courante, d'ailleurs, épouvantables, comme on l'a vu au Venezuela. Est-ce qu'une troisième voie, est-ce qu'une autre politique est possible pour ces sociétés d'Amérique latine? Fabrice Andréani. Vous aviez dans la coalition chaviste, alors la coalition, c'est-à-dire le chavisme, qui en fait, ce qu'on peut appeler sa préhistoire, d'accord, c'est un mouvement, c'est une loge militaire en fait, une loge militaire clandestine liée à des groupes civils dans certains quartiers populaires qui sont plus ou moins actifs au moment des tentatives de coup d'État de 92, mais c'est principalement des militaires. Ensuite, vous avez une coalition de gauche qui se forme. Et dans cette coalition, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire des gauches au Venezuela parce qu'il y avait encore une fois, il y avait deux gauches, une gauche très hostile au chavisme, il y avait plusieurs éléments, y compris de la gauche issue de la guérilla, hein, et aussi bien de la guérilla que du côté du syndicalisme, justement, du complexe sidérurgique et le seul complexe industriel important hors pétrole, c'est-à-dire dans l'État de Guyane. Vous aviez des partis et des leaders très hostiles au chavisme dès le départ du fait de sa composante militaire. Mais bon, bref. Vous avez quand même dans la coalition chaviste au départ, certes le Parti communiste vénézuélien, mais qui n'est pas forcément très radical dans ses positions à cette époque-là, qui d'ailleurs faisait partie de la coalition avec du gouvernement précédent, qui était un gouvernement, ce qu'on appelle social-chrétien, c'est-à-dire démocrate chrétien de gauche, enfin démocrate chrétien de centre-gauche, quoi. Vous aviez des partis sociodémocrates dans la coalition chaviste. Vous avez au départ des partis avec une inclinaison social-démocrate, plus ou moins radicale, mais social-démocrate. Alors, par rapport à votre question, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, il y a ou moi je pense que oui, enfin le verre est dans le fruit. Alors c'est toujours plus facile de le dire a posteriori, hein, c'est un peu, je veux dire, c'est que quand c'est toujours facile de dire a posteriori. Et il a été facile d'être capté un peu par l'illusion mais vous aviez à la fois des partis sociodémocrates, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, pas que des personnes complètement incompétentes et corrompues. Vous avez aussi des gens très formés, y compris qui avaient fait des études en France, aux États-Unis, y compris, je pense à une personne en particulier qui était directeur de cabinet de Maduro quand il était aux Affaires étrangères, Temir Porras, donc qui maintenant est sorti du gouvernement en 2013, mais qui lui avait fait l'ENA. Qui a fait Sciences Po et l'ENA, qui était étudiant vénézuélien en France dans les années 90. Bon, vous avez vous avez différentes, si vous voulez, c'est vraiment le chavisme, c'est vraiment un espèce de, toutes sortes de tendances, plus ou moins à gauche, d'autre côté, du côté des militaires, plus ou moins réactionnaires et conservatrices. Bon, nationalistes. Ce qui les unifiait, c'était ce qu'on appelle le nationalisme populaire. Mais au niveau des réformes, justement, qui ont été mises en place, pour mettre en place cette redistribution, ce qu'il faut voir, c'est que
au Venezuela, d'ailleurs, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, ou qui ont été gouvernés par la gauche, grosso modo, entre le début ou le milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, vous n'avez aucun pays où vous avez eu une réforme fiscale vraiment significative. C'est-à-dire que la fiscalité au Venezuela est restée extrêmement régressive. Donc, c'est ça qui est problématique, c'est qu'en fait, il y a eu effectivement une redistribution très importante, mais une redistribution très importante qui était, alors, on va dire plutôt plus territorialisée ou plus axée sur certaines populations, alors notamment les travailleurs informels, ce qu'on appelle la population des barrios, ce qu'on appelle les barrios, en fait, donc les barrios sous-entendu populaires, qui sont en fait les personnes qui travaillent plus ou enfin, généralement, ça oscille entre 30 et 60% de la population, selon si on est en période de boom ou de crise, qui travaillent dans l'économie informelle. Ça peut être aussi bien des entrepreneurs que des travailleurs. Alors, là-dedans, vous avez évidemment dans le peuple des barrios aussi des gens qui travaillent sur des chantiers, vous avez aussi des instituteurs, vous avez aussi des petits fonctionnaires qui habitent dans des… Voilà, c'est pas pleinement des bidonvilles, c'est du semi-concret, quoi, en général, Bref, et en fait, c'était ciblé sur ces populations pour remettre la santé, remettre des dispensaires en place dans ces quartiers. Alors après, vous avez toute une mythologie, effectivement, qui explique que ça n'avait jamais existé auparavant. Tout ça avait existé dans les années 70, aussi bien le système d'hôpital public que les systèmes plus localisés de ce qu'on appelle de prévention, hein, un peu à la cubaine. Ça existait déjà, sauf que avec la première crise pétrolière ou le premier crash donc, des années 80, postérieur aux années 80, au début des années 80, vous avez une dégradation de la situation, une dégradation des services publics, une dégradation donc de plus en plus de protestations des enseignants, des syndicats, donc à la fois de ce qu'on peut appeler le salariat ou le prolétariat, si on veut, formel, et ceux qui travaillent dans le secteur informel, donc pour des services publics de qualité. Le chavisme qui, une fois au pouvoir, passé cette crise que j'ai décrite très rapidement des années 2002, 2003, 2004, reprend du poil de la bête et donc met en place d'ailleurs au cours de cette crise et au cours même de la campagne pour le référendum des dispositifs de redistribution à la fois de redistribution si vous voulez directe en fait matérielle en termes de hausse de salaire, d'embauche massive dans le secteur public ou parapublic et de vente d'aliments et de produits de base à des prix subventionnés, à la fois subventionnés dans les commerces vraiment d'État et régulés dans les autres commerces, et à la fois la mise en place aussi, grâce aux Cubains notamment, des fameuses missions de santé et d'alphabétisation. Bon, en réalité, le pays est alphabétisé à 85%, hein, même 90%, mais vous avez une désalphabétisation relative dans les années 80-90 à laquelle le chavisme remédie. Mais en fait, tous ces mécanismes de redistribution, ils ont fonctionné un peu comme la redistribution des devises à taux préférentiel dont j'ai parlé au départ. Et ils ont fonctionné comme a fonctionné d'ailleurs jusqu'à encore aujourd'hui, même ça s'était été un peu amendé, les subventions, par exemple, à l'essence, à l'eau courante et à l'électricité. C'est-à-dire que c'est souvent complètement indiscriminé en fait, par rapport aux revenus des uns et des autres. Donc, en fait, vous avez une subvention en fait, à l'essence qui fait qu'on peut faire son plein encore aujourd'hui pour environ $1, qu'on soit, si vous voulez, qu'on travaille à l'hôpital et qu'on ait besoin absolument de faire son plein pour aller là sauver des vies en contexte de pandémie, ou qu'on doit juste remplir son Hummer pour partir avec ses copains, si vous voulez, je caricature, mais c'est vraiment comme ça. Donc, en fait, vous avez un système, vous avez une redistribution, en fait, élargie qui se superpose sur des mécanismes, en fait, qui existaient déjà auparavant, qui sont typiquement d'un pétro-État plus ou moins social-démocrate historiquement, avec des contrôles d'échange, des subventions aux services publics, mais qui ont été complètement en fait étendus à un degré complètement démesuré sous le chavisme. Mais le paradoxe étant que sous le chavisme, ils n'ont pas été plus conditionnés, si vous voulez, aux revenus ou aux inégalités de revenus que ce qu'il était auparavant. Donc avec un gâchis,
Et donc, en fait, avec une crise, un retour de bâton qui est proportionnel, en fait, je veux dire, on calcule qu'il y a quand même l'équivalent de 17 plans Marshall qui seraient entrés dans le contexte du boom pétrolier, donc essentiellement dans les années de Chavez, 2003-2013 ou 2003-2014 pour le boom pétrolier. Je veux dire, Chavez, à sa mort, lègue une dette publique qui est déjà 3 fois supérieure à ce qu'elle était quand il est arrivé au pouvoir. Donc, ouais. Oui, je voudrais qu'on aborde peut-être la question quand même de l'opposition. Parce qu'en janvier 2019, on a la déclaration de Guaido comme quoi il va être le nouveau président par intérim. Et à ce moment-là, comme Philippe Meyer l'a rappelé, il y a un appui des capitales occidentales, Washington, Londres, Paris, l'Union européenne, et on a l'impression que le fruit va être mûr et qu'il va tomber. Et aujourd'hui, Guaido est dans une situation où il a perdu l'appui de l'opinion publique. Si je ne me trompe pas, il est autour de 20 ou 23% d'opinion favorable. Je pense qu'il est en grande partie discrédité. On est dans une opposition de nouveau très, très divisée. Quelles erreurs ont été faites pour que cette opposition n'arrive pas j'allais dire, se débarrasser de Maduro, même si effectivement on voit que l'armée n'a pas suivi le mouvement des opposants, sans doute que sa hiérarchie et que son encadrement avait, comme vous l'avez un peu évoqué, trop intérêt à rester dans la collusion avec Maduro. Euh, à votre avis, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'ils ont raté? Fabrice Andréani. Alors, moi, j'aime pas, j'ai du mal, mais après, c'est la praxis, c'est ce qu'on nous dit de ne pas faire, mais de voir des erreurs a posteriori. Mais c'est vrai que, en fait, alors il y a deux choses. Il y a deux choses principalement. Pour le résumer très vite, je dirais que d'un côté, il y a deux choses, mais qui en fait convergent. En fait, là, vous avez d'un côté le rapport aux protestations et aux mobilisations qui a pu avoir dans le pays en 2019, en 2018. Vous avez un ensemble de protestations sociales, c'est-à-dire non affiliées forcément à l'opposition, mais lancées plus ou moins par des syndicats ou juste dans des quartiers où il manque justement l'approvisionnement vraiment vital, minimal de caisses de nourriture par l'État qui est contrôlé par le parti, n'arrive pas, ou alors face aux coupures d'électricité constantes ou à l'absence d'eau courante. Donc des protestations vraiment d'un peu partout qui ont été très contrôlées et réprimées en fait par le régime. Mais alors, on peut remonter à 2018. Alors 2017, les grandes manifestations qui ont été effectivement le cycle de mobilisation les plus massives, à la fois massives, multisituées, durables et en même temps, pour le coup, vraiment avec une composante vraiment, je ne sais pas comment interclassiste ou transclassiste, si on veut, très très forte. Et même en 2014, où c'était plutôt des protestations étudiantes qui avaient été un peu phagocytées par l'opposition qu'on appelle radicale, mais qui en fait, si vous regardiez dans l'intérieur du pays, vous avez déjà une énorme participation de secteurs qui se définissaient comme ni, c'est-à-dire ni d'opposition, ni chaviste. En fait, qui allait au-delà de la polarisation. La question fondamentale, ça a été le rapport de l'opposition parlementaire au secteur populaire en général, et pas seulement à ceux des secteurs populaires ou des quartiers populaires qu'ils avaient conquis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2015, mais auparavant même, ils ont conquis des mairies ou des bastions ou des circonscriptions, si vous voulez, qui étaient historiquement chavistes, qui avaient été historiquement avec la guérilla, puis avec le chavisme, quoi, si on veut. Donc, en fait, il y a eu ce rapport assez… Alors, en 2017, le discours de dire on ne va pas dans les protestations parce qu'elles ont été convoquées par l'opposition, qui est le raccourci, on dit la droite, en fait. Même les gens qui ne soutiennent plus le gouvernement, mais qui l'ont soutenu à une époque, vont dire par réflexe de langage la droite. Alors qu'en fait, c'est une coalition beaucoup plus bariolée, en fait, beaucoup plus bigarrée, si on veut, beaucoup plus hétéroclite que simplement la droite.
Donc, en fait, vous avez tout ce discours, un peu le chantage au « Ah oui, mais si on va dans la rue, on joue le jeu de la droite, quoi. » Donc, en fait, ça a été assez actif en 2017, ce qui n'a pas empêché que vous aviez à la fois des gens d'extrême gauche, des libertaires et beaucoup de gens qui étaient qui étaient pas forcément dans des organisations particulières, ni même dans des groupuscules, qui étaient sur les barricades en 2017. Ensuite, vous avez 2018, donc vraiment 2017, l'essoufflement de l'opposition dans le combat, en fait, justement, contre la mise en place de la constituante à marche forcée. Et là, avec des emprisonnements, enfin, je veux dire, il y a 150 morts, des emprisonnements de masse, la systématisation de la torture, du chantage aux familles, enfin bon, tout ça. L'exil qui s'amplifie, qui devient carrément un exode, pour des raisons évidemment à la fois politiques et économiques. Et ensuite, 2018, vous avez un front social très très large, mais pas du tout unifié, c'est même pas un front, mais des protestations dans tous les sens. Et 2019, l'autoproclamation de Guaidó. Au moment où Guaidó s'autoproclame, ou est proclamé par le Parlement, hein, si on veut ne pas l'appeler une autoproclamation. Donc moi, les gens me disaient, mais est-ce que c'est un coup d'État, c'est pas un contre-coup. Moi, je disais, mais à la limite, c'est un contre-coup d'État, en fait. C'est une tentative de contre-coup, si vous voulez. Mais qui, évidemment, c'est une interprétation un peu alambiquée de la Constitution, de dire que parce que le président a été élu illégitimement en 2018, donc il y a un vide de pouvoir, donc il doit être remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, peu importe. Il y a eu un enthousiasme à ce moment-là. Et avant même la proclamation de Guaidó, vous avez eu des révoltes dans pas mal de quartiers, dans pas mal de barrios populaires, dans l'ensemble des grandes métropoles, Caracas, Maracay, Maracaibo et les autres. Et on a eu à ce moment-là donc des amis juristes au Venezuela, pénalistes, qui travaillent sur ces choses-là, sur les violences d'État, justement, dans les quartiers, la politique ultra répressive dans ces quartiers. On comptait que vous avez eu environ entre une quarantaine et une cinquantaine de morts, dont 10 qui sont carrément allés chercher, c'est-à-dire que c'est les comités locaux chavistes qui redistribuent de la nourriture, tout ça, qui ont livré les noms des jeunes avec, c'est-à-dire prénom, nom de famille, adresse, qui avaient dressé des barricades dans ces quartiers-là. Ils sont allés les chercher et ils les ont exécutés sur place. Donc là, et là, à ce moment-là, moi, des échos que j'ai au Venezuela de personnes qui étaient peut-être sympathisants chavistes ou de gauche, qui ont essayé de mettre en place la réforme de la police ou de la justice, enfin, il y a 10 ans, quoi, il y a 10-15 ans, et qui maintenant inclinent plutôt vers l'opposition. Là, il y a une incompréhension. Ils disent on ne comprend pas pourquoi Guaidó, même par cynisme, n'a pas revendiqué ces gens-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé des gens aux funérailles? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné de l'argent pourquoi est-ce qu'il n'a pas… Donc, vous avez encore cette composante, en fait, de classe où, en fait, l'opposition, sans forcément le faire exprès ou sans forcément que ce soit un calcul cynique en disant… parce que vous avez une explication aussi qui est de dire, en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait une insurrection populaire massive parce que du coup, ils seront redevables, donc ils ne pourront pas appliquer un programme d'austérité. Moi, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est juste des réflexes incorporés comme ça qui font qu'ils n'ont pas réussi encore à vraiment, si vous voulez, à la fois se revendiquer, revendiquer ou invoquer en fait des protestations qu'ils ne pouvaient pas contrôler par ailleurs, tout en fait, ils peuvent très bien ils sont pas parvenus à les invoquer sans pour autant chercher à les contrôler, si vous voulez. Il y a un peu de ça. Et l'autre aspect, et je termine là-dessus, mais c'est très important, c'est, vous voyez bien dans cette histoire du rapport au droit et au droit à la Constitution et au droit international, vous avez une espèce de naïveté un peu libérale qui est qui peut être sympathique sur le papier, mais cette idée qu'en fait, il suffit de ne pas reconnaître le président et que, ah oui, alors on a l'Union européenne et les États-Unis avec nous, et donc ils ne le reconnaissent pas. Mais qu'est-ce que ça… En fait, c'est, moi pour le coup, et aussi de dire toutes les options sont sur la table. Ce qui fait l'idée que toutes les options étaient sur la table, ça a alimenté à la fois le discours gouvernemental de dire les gringos vont arriver, les Américains vont arriver, les Américains vont arriver. Résultat, ils sont arrivés, entre guillemets, il y a quelques mois sous la forme d'une espèce d'incursion financée par la bande, enfin complètement loufoque, qui d'ailleurs avait été déconseillée par la CIA elle-même. Donc, ce n'est pas les Américains, mais c'est des mercenaires américains qui avaient été plus ou moins approchés par une partie de l'opposition, mais par ailleurs complètement infiltrés par le régime aussi. Et de l'autre côté, ce discours « les Américains vont arriver », vous avez aussi eu une démobilisation de la population, et y compris dans certains quartiers, des gens qui pouvaient être il y a 10 ans ou il y a 5 ans chavistes, mais qui disaient qui disaient à ce moment-là, tant mieux que les Américains viennent, quoi.
Donc, vous avez cette idée de ce fantasme de toutes les options sont sur la table, ou cette idée qu'il suffirait de non reconnaître. En fait, si vous réfléchissez en termes de droit international, moi, je ne m'étais pas trop posé la question auparavant, et c'est une réflexion que je me fais depuis quelques mois, tout en ayant été assez enthousiaste sur l'élan Guaido. En fait, c'est complètement absurde. Enfin, je veux dire, c'est complètement inédit déjà historiquement. Ça n'a jamais, on ne voit pas comment ça pourrait marcher, en fait. Mais Même si vous êtes, je veux dire, même pour des diplomates étrangers qui sont sur place, s'ils veulent appuyer ou filer un coup de main à la dissidence sur place, faire passer des choses, des médicaments, des trucs, aider des personnes à sortir du pays même, ils ont beaucoup plus intérêt, enfin, c'est beaucoup plus facile de le faire en ayant une reconnaissance avec le gouvernement. Je veux dire, c'est comme ça que c'est toujours passé dans les pays de l'Est. Et ça n'a pas empêché des gens d'aider les dissidents dans les pays de l'Est de reconnaître ces gouvernements. Donc, en fait, en termes de, je veux dire, je ne sais pas comment. dans les 10 dernières minutes de cette émission, Oui, pardon. Verly. Ouais. Oui, moi, je m'interroge sur l'avenir de ce régime et vous avez commencé à poser la question à travers Guaido et la possibilité ou non pour lui de constituer une alternative politique. Donc, je repose la question, jusqu'où l'effondrement de Maduro, l'effondrement de son système, l'effondrement de l'État vénézuélien peut aller? Première partie de la question. Et deuxième, si Juan Guaido, soutenu par les États-Unis et l'Europe, ce qui n'est quand même pas rien, ne peut pas constituer une alternative politique, alors quelle peut être cette alternative et comment peut-on essayer de la constituer? Fabrice. Sur la première question, il peut aller malheureusement très, 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 très loin. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, enfin, il y a quelques exemples, notamment le Zimbabwe, où ça a été Mugabe qui lui-même a présidé à l'hyperinflation et a présidé à la mise en place des réformes d'austérité sans aucun problème. Il s'est maintenu jusqu'à la fin. Dans une économie complètement en ruine. Paradoxalement, les sanctions américaines, en fait, ça, c'est pas paradoxal, on le sait, hein, que ça consolide les régimes en place, soit Cuba ou l'Iran. Alors évidemment, vous me direz, l'Iran, qui est sous le coup des sanctions depuis très longtemps, comme Cuba, n'est pas du tout dans un état aussi désastreux que le Venezuela, et en plus, ils exportent maintenant de l'essence au Venezuela. Mais bon, tout ça pour dire que cette idée des sanctions, enfin moi, à mon avis, ça fait que justement consolider le régime et consolider en fait ses positions à cheval sur une économie d'extraction, de rente tous azimuts et de plus en plus illégale. Je veux dire, vous avez même le seigneur de la guerre libyen Haftar, hein, qui allait au Venezuela pour leur expliquer comment est-ce qu'on faisait pour exporter du brut et importer de l'essence. Vous avez des envoyés de Maduro qui envoient de l'or, le l'or qui est extrait dans le sud du Venezuela par des contingents de l'ELN ou de bandes armées locales, ensuite qui sont chapeautés par les militaires, ensuite acheminés à Caracas dans les coffres de la Banque centrale et exportés en Turquie, au Qatar, enfin je veux dire. Donc ils peuvent, à mon avis, se maintenir assez longtemps comme ça. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Et paradoxalement, un autre effet des sanctions, c'est qu'avec les sanctions et de l'autre côté, la levée progressive, donc la dollarisation de facto, puis admise et même célébrée par Maduro de l'économie, vous avez tout un rapatriement de capitaux. Vous avez eu, avant la pandémie, un rapatriement de capitaux de personnes qui ne pouvaient pas dépenser du coup leurs capitaux en dollars parce qu'ils étaient bloqués sur leur compte. Ils ne pouvaient pas en fait les dépenser aux États-Unis. Et donc, vous avez des gens qui rapatrient leur argent et qui investissent. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'effet nécessaire, de relation nécessaire de cause à effet entre l'effondrement et la délégitimation, enfin, la délégitimation, oui, mais l'effondrement du gouvernement. Sur la deuxième question, sur la question de l'appui international, moi, j'insiste sur le fait que ce n'est pas tant les Américains et les Européens qui peuvent faire changer, qui peuvent faire négocier, qui peuvent forcer Maduro à aller à la table des négociations, c'est les Russes, les Chinois et les Cubains. De la même façon que quand vous avez eu la transition en Afrique du Sud, c'est les Américains qui, à un moment donné, ont tapé du poing sur la table pour que les Sud-Africains aillent à la table des négociations. Quand vous avez eu les référendums au Chili sous Pinochet, c'est les Américains, c'est-à-dire que c'est plutôt les alliés du pouvoir qui ont tapé sur la table que leurs adversaires. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, parfois, on est un peu dans le wishful thinking. Je ne pense pas, malheureusement, que la seule pression américaine suffise à quoi que ce soit. Par rapport à ce qui peut se passer politiquement, on peut avoir une recomposition. On pourrait imaginer que même la partie de l'opposition qui va accepter, on ne sait pas encore laquelle va être, d'aller, par exemple, là aux élections législatives dont les conditions sont contrôlées de A à Z,
arrive à quand même décrocher des sièges et à faire des alliances a posteriori avec une partie du chavisme qui aura eu des sièges aussi, enfin qui aurait eu une majorité selon toute probabilité au Parlement, et que vous avez une nouvelle dissidence qui se forme, quoi. Il y a rien n'est de ce point de vue-là, tout est possible. Vous pouvez avoir aussi des formes de protestation un peu multisituées, mais que les services de renseignement et les collectifs civils armés, ce qui n'est pas tout à fait les milices, en fait, mais bon, des collectifs armés, des paramilitaires, si vous préférez, n'arrivent pas à éteindre, et que donc vous avez une extension de la révolte à l'échelle à l'ensemble du pays, et donc là, une défection militaire massive. Enfin, je veux dire, tous les scénarios sont possibles, mais encore une fois, je vois pas forcément il n'y a pas de précédent, il n'y a pas plus de précédent où l'effondrement précipite la chute d'un régime que l'inverse, quoi. Vous avez aussi des régimes. Le chavisme est un régime, enfin, est un système qui se maintient en fait grâce à l'effondrement, en fait, mais qui en même temps précipite le processus d'effondrement. Béatrice Gibelin. Oui, quel pourrait être le rôle de la diaspora vénézuélienne, la bourgeoisie qui est partie, les classes moyennes aisées, mais pas seulement. Est-ce qu'elle compte pouvoir rentrer? Vous avez dit maintenant il y a des rapatriements de capitaux, bon, il y a des investissements nouveaux. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette diaspora qui est allée essentiellement dans les pays d'Amérique latine? Fabrice Mouliani. Qu'est-ce qui peut… là, ça va mettre du temps. Mais ce qu'on voit peu à peu qui se met en place, et y compris dans la diaspora un peu plus aisée en moyenne que vous avez en Europe, y compris en France, c'est des formes de rapprochement inédites entre des individus ou des groupes, des figures qui pouvaient être complètement opposés, adversaires, même très radicales, il y a encore quelques années. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et que ça va peser en fait en fait à la fois dans l'aide matérielle qui peut être apportée aux familles qui sont restées sur place. Alors évidemment, vous avez un gros mécanisme d'envoi de devises, de ce qu'ils appellent les remesses. Ça, c'est un peu comme à Cuba. Donc ça alimente, ça permet aussi en fait paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais c'est ça aussi qui permet aux Vénézuéliens de survivre, quoi. Quand vous avez un salaire minimum qui est en dessous de 5 dollars par mois, donc bon. Donc, du coup, là, vous avez, enfin, je veux dire, la première aide, elle peut être matérielle directe, humanitaire. Au niveau politique, il faut voir si l'espace de la diaspora n'est pas favorable n'est pas propice, si vous voulez, à des rencontres, non seulement aux rencontres qui se font déjà en ce moment, et à des communiqués communs qui se font déjà en ce moment, desquels j'ai déjà été témoin sur des cas d'arrestation arbitraire et de violation des droits de l'homme sur les précédents mois. Ou même d'appel à une trêve pour gérer la pandémie au Venezuela, qui a été plus ou moins suivie par le Parlement et par le gouvernement. Donc, vous avez des initiatives comme ça qui se mettent en place, mais on reste dans une situation où le gouvernement, les clans qui sont au gouvernement conçoivent que en fait, ils ne peuvent pas lâcher le pouvoir. En fait, ils sont en plus avec des procès pour narcotrafic aux États-Unis. Donc ça, ce qui rend la situation encore plus difficile. David Jayes. Oui, aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de guerre civile de basse intensité qui se déploie au Venezuela avec un certain nombre de caractéristiques, la spirale des factions, les déplacements de population. Est-ce que cette guerre civile de basse intensité pourrait dégénérer en un conflit sanglant, un peu à la manière syrienne dans les prochains mois ou les prochaines années? Est-ce que c'est un scénario qui est envisagé? Fabrice Mouliani, mais il vous reste malheureusement que 3 minutes. Alors, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que vous avez des traits qui se rapprochent avec, quand on parle de la Syrie, ça a été un point de comparaison souvent assez évoqué, mais en fait, on a plutôt affaire à une situation qui se rapprocherait à celle, si je peux me permettre la comparaison, du Kivu en République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs, parce que en fait, vous n'avez pas une opposition. En fait, il y a pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas d'opposition armée. Vous avez eu de la dissidence militaire
qui a été contracté indirectement, mais c'est une infime partie de l'armée, entraînée à la frontière et qui a été lancée tête baissée dans cette opération, il faut dire, tragicomique de simulacre de la baie des Cochons. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas en fait d'opposition armée. Donc, on peut imaginer que ça dégénère en guerre civile si l'opposition s'arme ou si en fait, c'est même pas l'opposition armée, ce serait des civils qui s'armeraient. Donc là, oui, il y a un rapprochement avec la Syrie. On peut imaginer qu'ils en aient marre qu'on tire sur les manifestants et qu'à un moment donné, les gens s'arment et sortent en manifestation armée. Ce qui n'a pas été le cas, ou très très peu, contrairement à ce qu'on peut faire croire les soutiens ou ex-soutiens de gauche du chavisme en France. Vous n'avez pas on a parlé de groupes de choc d'opposition, je ne sais pas quoi, tout ça, ça n'existe pas, il n'y a pas d'opposition armée. Mais ça pourrait, vous avez effectivement toute une partie de la jeunesse qui est prête à prendre les armes, ça c'est sûr. Et ça dégénérerait effectivement dans un scénario à la syrienne ou même à la libanaise, si vous voulez, ce serait une guerre multibande en fait, parce que vous auriez à la fois des factions militaires pro et anti-régime, des groupes armés mafieux en fait qui travaillent un peu avec les deux selon le territoire où ils sont, des dissidences des guérillas colombiennes, enfin des personnes qui n'ont pas rendu les armes en Colombie, des dissidences de l'ELN, enfin ce qui reste de l'ELN, donc de l'autre guérilla colombienne hormis les FARC, enfin toute une série d'acteurs armés. Donc ce serait un conflit plutôt multibande, effectivement, qui serait extrêmement meurtrier. Mais on n'en est pas là, et le pari un peu de l'opposition, c'est que l'armée traditionnellement a toujours fait en sorte qu'on n'en arrive pas à la guerre civile. Ceci dit, on est dans ce qu'on appelle, dans les termes de l'ONU, une situation de violence généralisée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas… le moindre barrage routier peut être fatal, qu'il soit tenu par des militaires ou par des groupes civils. Espérons que cette situation de violence généralisée ne dégénère pas en situation syrienne. Fabrice Andréani, je vous remercie. Je remercie Cyprien Legrand avec qui l'émission a été préparée, Nicolas Toureau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de notre financement et Benoît Carré qui rédige le compte-rendu analytique de nos conversations. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, une nouvelle perspective.